Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Mercedes classe C coupé 180K de 2004. I tried to give away all I had. My mind was full of my mistakes. I've been too fragile through my life, and I'm missing you so bad. Allez les amis, nous voilà partis pour le test de cette Mercedes classe C coupé 180K. Donc je tiens à remercier encore l'abonné qui a fait le déplacement jusqu'ici pour me prêter cette voiture. C'était très sympa de sa part. C'est un modèle de 2004 et c'est l'entrée de gamme, on va dire, de ce qui se faisait sur cette version coupée de la classe C. Vous avez sur cette version 180K un moteur 1,8 litre 4 cylindres à compresseur, et c'est pour ça qu'il y a un K dans le nom, c'est le compresseur, ce qui donne d'origine 143 chevaux de mémoire. Et là la voiture a été reprogrammée pour tourner avec de l'éthanol, et normalement elle devrait faire environ une dizaine de chevaux de plus que d'origine. Au niveau esthétique, c'est clair que dès qu'on jette le premier regard sur cette voiture, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une Mercedes. Elle a vraiment la ligne quasi intemporelle des Mercedes de cette époque-là. On a les 4 gros phares à l'avant, ou plutôt 2 phares différents qui donnent l'impression qu'il y en a 4. J'adore vraiment le look à l'avant de cette voiture, ainsi que sa coupe générale lorsqu'on la regarde sur le côté. Je trouve qu'elle a vraiment une belle ligne, et c'est pas une voiture qui est imposante. Elle a quand même un gabarit relativement restreint pour une Mercedes, ce qui est pour moi clairement un bon point, car vous le savez, moi j'affectionne tout particulièrement les petites voitures. Aujourd'hui, je suis, comme je vous l'ai dit, sur la version un peu entrée de gamme, la 180K, et c'est aussi une voiture qui a la particularité d'être en boîte automatique. Bon, au niveau de l'état de la voiture, aujourd'hui elle est parfaitement d'origine. Il n'y a pas eu de modifications majeures qui ont été faites, si ce n'est la reprogrammation pour qu'elle tourne à l'éthanol, ainsi que le remplacement de l'autoradio, parce que celui d'origine il est clairement trop vieux et il ne fait rien de ce qu'on attend d'un autoradio moderne. Mais au niveau esthétique, on voit bien que la voiture, elle n'est pas toute jeune, elle a du vécu. En plus, c'est une voiture qui est utilisée essentiellement dans Paris, ou pour alors faire des grands trajets autoroutiers. Là, elle a quelques stigmates de son âge et des trajets parisiens. On voit qu'il y a des rayures, il y a quelques bosses. Et on a aussi des manques de peinture. On voit que le vernis à certains endroits a commencé à s'écailler. Donc cette version coupée, c'était pas un véhicule vendu pour ses performances. C'est clairement une voiture qui est jolie. Elle n'est pas vraiment sportive, c'est juste un tout petit peu plus sport qu'une classe C normale, qui est la plupart du temps en 4-5 portes. Là, vous l'avez en 3 portes, version coupée, c'est beaucoup plus beau. Et vous gardez quand même une voiture qui est assez pratique. Il y a 4 vraies places. J'ai essayé comme d'habitude de me mettre aux places arrière, et ça ne pose aucun problème pour quelqu'un de mon gabarit. Moi je fais un peu moins d'1m70 et ça passe sans aucun problème. Après, je pense que si vous faites plus d'1m80, ça peut commencer à devenir gênant à l'arrière. Le truc aussi qui est assez chiant à l'arrière, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rangement. Vous avez juste un tout petit renfort sur le côté où vous pouvez mettre peut-être votre téléphone, un truc du genre. Et vous n'avez pas non plus de poignée au plafond pour vous tenir. Et ça, franchement, quand on est passager à l'arrière, c'est vraiment pénible. Les seuls accessoires qui sont disponibles pour les passagers à l'arrière, c'est uniquement des grilles de ventilation et un petit cendrier. Vous n'avez rien d'autre. Bon, quand on commence à rouler avec cette C180K, franchement, on est bien installé.
Les sièges sont quand même assez confortables. C'est pas une finition haut de gamme, hein, c'est des sièges en tissu. Un tissu en plus assez gris, une couleur que je trouve assez moche. Mais au final, on est quand même bien assis. C'est pas du tout des sièges baquets. On n'a pas vraiment de maintien latéral. Au niveau de la couleur de l'intérieur, on retrouve ce gris sur toute la partie inférieure de la console centrale et aussi sur les portes. Et également, ça se prolonge sur tout ce qui est plafond, ciel de toit. Donc, on a un aspect beaucoup plus lumineux que sur beaucoup d'autres voitures allemandes qui sont très souvent très noires à l'intérieur. Ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Mais j'aurais vraiment aimé qu'ils nous mettent un toit ouvrant. C'était peut-être disponible en option, j'avoue que je l'ignore. C'est des plastiques relativement durs. Ils ont une espèce de texture pour faire un peu imitation cuir. Ça vieillit plutôt bien, mais cette couleur, je la trouve vraiment moche. Par contre, tout ce qui est plastique, par exemple pour les poignées de porte et les inserts en plastique vraiment dur qui ne sont pas texturés, ça vieillit très très mal. Ça prend énormément les rayures et ça se salit. Ça donne un aspect vieillot et vraiment moche à la voiture. Concernant le reste des plastiques, on a un plastique noir sur toute la partie haute du tableau de bord qui lui est plutôt de bonne qualité. Il a aussi cet effet texturé qui ressemble un peu à du cuir. Il est légèrement moussé, donc même au toucher, il est plutôt sympa. Donc sur cette partie, c'est vraiment bien, ça vieillit bien. Et le volant est lui aussi dans un genre de plastique imitation cuir qui reprend exactement le même design que la planche de bord. Le volant est assez agréable à prendre en main, mais c'est vrai qu'il glisse un petit peu avec cette finition plastique. Je m'arrête ici pour faire comme d'habitude. Sur tous mes essais, je fais le 0 à 100, histoire de voir un peu les performances de cette voiture. Je rappelle que donc c'est un 4 cylindres compresseur qui fait aujourd'hui environ 150 chevaux. La voiture est assez lourde, elle est donnée pour 1 tonne 450, donc c'est clairement pas une voiture de sport, hein, c'est plutôt une voiture statutaire, jolie, un look un petit peu sportif, mais c'est pas vraiment une voiture de sport. Je suis en boîte automatique, j'ai une fonction sport que je vais enclencher tout de suite, et je vais laisser la boîte automatique faire son office. Allez, on est parti, je signale que je redémarre, let's go. J'accélère à fond. On a une bonne sensation de couple au démarrage, ça monte jusqu'au rupteur et je suis à 100 km/h. Maintenant je freine. Les freins, une fois de plus, sont efficaces de façon tout à fait banale. Il n'y a pas vraiment de sensation de mordant, comment dire, on est quand même obligé d'appuyer très fort pour que ça freine. On va retenter ça tout de suite. Maintenant, je teste un peu l'angle de braquage. Il n'y a personne. Je braque à fond. Ça braque plutôt pas mal, hein. Vous voyez, j'arrive à faire le demi-tour sur la largeur de la rue ici. Alors que quand j'ai testé une Honda Civic Type R hier au même endroit, c'était impossible. Donc cette voiture braque beaucoup mieux. Très certainement parce que c'est une propulsion. Donc il y a une capacité pour les roues avant de braquer un peu plus qu'avec une traction. On est reparti pour le 0 à 100, je suis toujours en mode sport, j'accélère, let's go. On arrive au passage de vitesse vers 6000 tours et 100 km/h. Et je refreine, je pile. Alors si on pile vraiment en mettant tout son poids sur la pédale, là il y a beaucoup plus de freinage que tout à l'heure où j'appuyais modérément. Et on sent bien l'ABS qui se déclenche. C'est gérable, c'est efficace, mais clairement, on sent bien que c'est pas du tout, une fois de plus, une voiture de sport qui a du poids à arrêter. Et je ne pense pas que cette configuration de frein serait capable de gérer 2 ou 3 gros freinages comme ça de suite. Très vite, ça va surchauffer et perdre en efficacité. La boîte de vitesse, j'ai oublié de vous en parler plus en détail, mais c'est une boîte tout à fait classique à convertisseur de couple, hein. C'est pas une boîte à double embrayage, il n'y a pas de palette au volant. Vous avez un mode séquentiel avec le levier si nécessaire, mais globalement on dira que ça sert pas à grand chose. Au niveau des
angles morts, comme sur la plupart des coupés 3 portes, on retrouve un angle mort assez important au niveau de l'arche arrière. Et ça, malheureusement, on n'y peut pas grand chose. Sinon, sur les rétros, on voit assez bien ce qui se passe derrière. Le rétro intérieur est vraiment large. En plus, celui-ci a une fonction de détection de la luminosité et donc il s'assombrit automatiquement dès qu'il sent que vous êtes dans une zone vraiment sombre ou la nuit. Les deux rétros extérieurs sont électriques, rabattables, enfin tout ce qu'on peut attendre d'une allemande, on dira assez classiquement. Et derrière, la vitre arrière est découpée en 2 parties. Et bizarrement, alors qu'on s'attendrait à avoir une très mauvaise visibilité vers l'arrière, il n'en est rien. La voiture est assez basse, on voit assez bien dans les 2 parties. On n'a pas moins de visibilité que si vous aviez une voiture avec un petit aileron en fait. Concernant tout ce qui est planche de bord, instrumentation, on a vraiment un compteur qui est très classique, c'est limite à l'ancienne. 4 cadrans à aiguilles chromées. On a bien sûr la vitesse, le compte-tours en gros. En plus petit, la température du liquide de refroidissement et la contenance de votre réservoir. Donc tout ça, c'est très classique. Au milieu de tout ça, vous avez 2 petits écrans qui sont à un rétroéclairage blanc, ce qui fait que ça ne vieillit pas trop mal. C'est pas un rétroéclairage orange, c'est vraiment blanc, c'est plutôt sympa. Vous pouvez naviguer dans les menus via les boutons qui sont directement sur le volant. Donc pareil, ça c'est quelque chose de tout à fait moderne, alors que cette voiture a déjà quand même presque 15, enfin elle a pas presque, elle a déjà 15 ans. J'ai oublié de vous décrire une dernière partie de la planche de bord. Vous avez plein d'emplacements en fait sur la partie haute de la planche de bord pour d'éventuels boutons. Et sur cette version qui devait pas être une finition très haute, il n'y a que 3 boutons alors que vous avez 16 emplacements. C'est aberrant quoi, ça fait vraiment très vide. On se doute qu'il devait y avoir des trucs à prendre en option parce que là, il n'y a que verrouillage, ouverture des portes et le SP. Depuis tout à l'heure, vous devez l'entendre, la voiture est extrêmement calme. C'est une sonorité vraiment très feutrée. On est avec l'échappement d'origine bien sûr et c'est extrêmement calme, vraiment on entend à peine le moteur lorsque ça relance. C'est une voiture, une fois de plus, vraiment pour rouler cool. La voiture est bien sûr équipée d'une climatisation, elle est d'ailleurs bizone. Les boutons d'ailleurs pour faire toutes les manipulations sont dans un plastique assez bas de gamme, ça dénote un peu du reste. Depuis tout à l'heure, je navigue en ville et à aucun moment je me dirais que la boîte ne passe pas la vitesse au bon moment. C'est vraiment impeccable. On roule sans se fatiguer, c'est vraiment impeccable. Pour celui qui veut faire de la ville, il n'y a rien à reprocher à cette boîte de vitesse pour l'instant. Par contre, on voit que c'est quand même un petit moteur. Là, je vous le dis, je suis en côte, je suis à 60. La voiture s'est sentie obligée de redescendre un rapport, ce qui fait qu'on naviguait entre 3 à 4 000 tours. Et là, on entendait un petit peu le moteur. C'est inhabituel, vu qu'on est très vite dans cette voiture, un peu dans un cocon. Et dès qu'on entend un peu un bruit extérieur, ça commence à nous faire une sensation bizarre. Petit dodane, je le prends à 30 km/h. Les suspensions sont un petit peu molles, c'est sur le confort, mais on n'est pas non plus avec un effet bateau comme on aurait sur des grosses américaines ou des voitures vraiment avec des suspensions bas de gamme. C'est tout à fait convenable. Bon, je suis toujours en mode sport, on accélère un bon coup et on va essayer de se faire plaisir dans cette succession de virages. Quand on accélère à fond, la voiture elle n'hésite pas à monter dans les tours, on se retrouve à des vitesses sympas assez rapidement. Je veux freiner, il y a ce qu'il faut. Il y a moyen de faire le con, mais par contre, il y a du poids. Et là, en fait, je me sens très vite limité par les sièges déjà qui font que je me balade un peu dans la voiture. Et le bruit que commençaient à faire les roues alors que j'étais en train de prendre ce virage un peu vite, tout de suite, ça rassure pas. Les pneus actuellement, c'est pas de la merde, c'est des Cross Climate de chez Michelin, des pneus donc assez haut de gamme, on va dire. Et bien que j'ai pas eu de sensation vraiment de perte d'adhérence, le bruit qu'a commencé à faire les pneus alors que j'étais même pas vraiment à fond ne me rassure pas du tout. J'ai l'impression que ça pourrait décrocher d'un seul coup.
Allez, on va tenter une petite accélération et doubler ce 4x4. Je réaccélère à fond. Donc vous voyez, pour faire un dépassement, aucun problème. Je suis assez surpris hein, pour une voiture qui ne fait que 150 chevaux. Bah on est plutôt bien, hein. On a quand même un peu de couple, le compresseur, bah, quand on monte dans les tours on entend un petit sifflement du compresseur, mais c'est pas non plus comment dire, un gros sifflement comme vous auriez sur une américaine, ça n'a rien à voir, hein. C'est quand même relativement discret, hein. Pour reparler un peu des aspects pratiques de cette voiture, je vous l'ai dit déjà, il y a 4 vraies places, on peut monter à 4 adultes, il suffit que les adultes derrière soient pas trop grands et ça passe. Et pour des enfants, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous avez un coffre qui est tout à fait convenable. S'il n'est pas gigantesque, le seuil de chargement est normal, il n'est pas très bas ni très haut, c'est plutôt pas mal. On peut étendre la capacité de coffre en plus en rabattant les sièges de façon 2/3, 1/3, comme on veut. Ça vous donne un fond qui n'est pas plat, mais ça agrandit quand même largement la capacité de bagage et donc vous pouvez utiliser cette voiture dans plein de situations. Vous voulez transporter un meuble, quelque chose de grand, un vélo, tout ça c'est possible, il n'y a pas de problème avec cette voiture. Il ne faut pas rester sur le fait que c'est un coupé soi-disant sport et que donc c'est réservé à une utilisation vraiment limitée. Non, non, pas du tout, vous pouvez utiliser cette voiture au quotidien dans plein d'utilisations différentes, que ce soit pour faire de la route, de la ville, prendre des gens, il n'y a aucun problème. Petite particularité dont j'ai oublié de vous parler, l'accessibilité au moteur est assez bonne parce qu'en fait déjà le capot s'ouvre, il est maintenu par des vérins et en plus les vérins sont à 2 positions différentes. Vous pouvez l'ouvrir normalement pour accéder je dirais rapidement au moteur et vous pouvez également l'ouvrir énormément, quasiment le mettre à la verticale pour vraiment avoir accès beaucoup plus facilement lorsque vous voulez par exemple changer les bougies ou ce genre de truc. Et ça c'est grâce aux vérins qui sont à 2 positions différentes. On va faire un petit passage sur l'autoroute, on va voir donc si c'est bien sonorisé. Je réaccélère un peu fort, ça monte dans les tours. Je vais faire un test de relance. Donc là, je vais me caler à 110 et ensuite je vais accélérer à fond. Donc là, je suis à 110, j'accélère à fond. Bien sûr, ça redescend les rapports, 120, 130. Donc vous voyez que il y a de la reprise. Franchement, si on veut, il n'y a aucun problème. Et là, je suis à environ à 110 km/h. Le moteur, je l'entends presque pas. J'entends juste l'air qui passe par-dessus la voiture. Et la voiture est quand même bien insonorisée. J'ai pas besoin d'hausser le ton. C'est vraiment pas mal. Une fois de plus, c'est une voiture classique, mais vraiment faite pour le confort. Au niveau des finitions, par contre, il y a un truc qui est vraiment une erreur de conception sur cette voiture. Les ceintures, en fait, elles ont tendance, lorsque vous les enlevez et que vous ouvrez les portes, vous avez la boucle de la ceinture qui a tendance à rester vers le bas. Et malheureusement, ça fait qu'elle reste pile en face des haut-parleurs qui sont intégrés dans les portes. Et quand vous refermez votre porte, la boucle vient taper contre le plastique et le plastique se fend. Sur cette voiture, c'est arrivé des 2 côtés, les 2 plastiques sont complètement éclatés et le propriétaire m'expliquait que c'est vraiment un problème récurrent sur cette voiture. Actuellement, la voiture, en tournant à l'éthanol, elle a une consommation d'environ 9 litres, 9 litres 5 au 100, alors que de base à l'essence, elle est donnée pour 8 litres 5. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une surconsommation délirante. C'est une fois de plus assez bien fait, quoi. Cette voiture qui a maintenant 15 ans permet aussi de revenir un peu sur des préjugés qu'on a un peu sur les Allemandes. Les Allemandes comme quoi ça décote pas, là vous apercevez que la voiture elle ne cote plus que 5 000 € alors qu'elle valait pas loin des 30 000 quand elle était neuve, donc vous doutez bien que si ça décote. On vous dit aussi que les peintures, tout ça sur les Allemands c'est d'une qualité exceptionnelle, que ça vieillit pas. Si, vous voyez que ça vieillit quand même un peu, hein, même si forcément cette voiture n'a pas été forcément hyper bien traitée le long de sa vie, ça vieillit plutôt mal à certains endroits. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les plastiques à l'intérieur, pareil, c'est pas d'une qualité oufissime et il y a des problèmes de conception sur certains trucs comme les ceintures qui viennent péter les caches haut-parleurs dans les portes.
Des petits détails comme ça qui font que bout à bout, on s'aperçoit que cette voiture est loin d'être mauvaise, mais elle est loin d'être parfaite non plus. Donc à tous ceux qui encensent en permanence les Allemandes, les Mercedes, les Audi, enfin ceux qui ne voient que par les Allemandes, franchement, faut mettre un peu d'eau dans son vin. Elles sont pas mal, mais elles ne sont pas si oufissimes que ça, surtout quand on compare à leurs tarifs. Un truc auquel j'étais pas habitué et que j'ai découvert avec cette voiture aussi, c'est la forme de la clé de cette Mercedes. Alors c'est pas une clé avec une lame comme on est habitué à avoir sur des voitures classiques. Là c'est une clé qui est un peu en plastique. Vous avez bien sûr centralisation des portes avec les boutons comme sur beaucoup de voitures depuis très longtemps. Mais vous avez juste une espèce de trou en plastique dans le tableau de bord et vous insérez la clé. Ça fonctionne exactement comme n'importe quelle autre clé, mais la forme, je l'ai trouvé un petit peu atypique. Forcément, ceux qui connaissent ce genre de clé chez Mercedes depuis longtemps, ce ne sera pas une découverte, mais moi, ça m'a surpris. Autre particularité qu'on voit assez rarement sur les véhicules classiques, mais que j'avais déjà pu expérimenter, surtout sur des voitures américaines d'ailleurs, le frein à main n'est pas au milieu avec une grosse manette, ni sur l'autre côté du siège comme ça arrive parfois, c'est un frein avec une pédale. Donc cette voiture est en automatique, donc forcément on a l'accélérateur, le frein, et vous avez une troisième pédale complètement à gauche qui est le frein à main, ou du moins un frein à main au pied, et vous avez au-dessus une manette qui vous permet de débloquer le frein à main. Depuis tout à l'heure, je suis en fonction sport, j'ai essayé de me remettre en classique, voir s'il y a vraiment une différence. J'ai juste l'impression que la différence entre le mode normal et le mode sport, c'est que lorsqu'on accélère, la réponse à l'accélérateur est un tout petit peu moins vive lorsqu'on est en mode classique. Mais franchement, la différence n'est pas énorme, hein. Bon les amis, on arrive à la fin de ce test sur cette Mercedes classe C coupé 180K reprogrammée pour l'éthanol. Vous l'aurez compris, je ne vais pas vous refaire pour la 10e fois le même speech. C'est plutôt une bonne voiture, surtout vu le prix qu'elle cote maintenant, environ 5000 €. Donc si vous cherchez pour pas cher une voiture comme celle-ci, où vous pouvez vraiment tout faire avec, renseignez-vous, vous verrez qu'en plus au niveau entretien, c'est pas forcément ultra cher. Si vous avez des questions concernant cette voiture, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez possédé ce modèle ou les autres variantes avec les autres motorisations, donnez-nous votre ressenti, ce que vous en pensez. Pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous l'avez revendu, pourquoi vous ne l'avez pas aimé. C'est toujours super intéressant d'avoir les retours des anciens propriétaires ou des propriétaires sur les véhicules que je teste. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait le déplacement pour me prêter cette voiture. Vous l'avez vu, c'est pas une voiture en état concours, mais le test est quand même très intéressant à faire parce que sur ce genre de voiture qui ont maintenant une quinzaine d'années, quasiment personne ne fait de test. Donc si vous avez, comme lui, une voiture qui mérite qu'on s'y intéresse, même si elle n'est pas en état concours, tant qu'elle est en état de fonctionnement et que vous pensez que ça pourrait m'intéresser d'en faire le test, n'hésitez pas, contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que moi je suis en Normandie, dans la région de Rouen, donc forcément plus vous serez proche de chez moi, plus ce sera facile à réaliser. Mais si jamais vous avez vraiment un modèle exceptionnel, je suis prêt à me déplacer pour en faire le test, et ça grâce aux dons que me font ceux qui me soutiennent via Tipeee et Utip. Merci encore à eux. Merci encore à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test. V à tous. Feel there's something that is stopping me now. Oh.